Je suis très heureux de vous accueillir ce soir ici à l'Assemblée nationale, dans une salle qui se veut plus sereine que celle qui se situe au-dessus, au sein de la Commission des finances, qui est l'objet de tous les délires fiscaux. Donc nous serons, vous l'avez compris, ce soir ici, dans une perspective radicalement différente. Ici, nous n'aurons pas l'occasion de nous livrer à la foire à l'impôt, ou au concours limpide de la taxe. Nous allons travailler à rendre notre économie plus prospère, à susciter la croissance, à orienter l'épargne des Français de façon productive, en essayant d'éviter cet enfer fiscal que certains dessinent et traduisent au quotidien avec une limite d'imagination qui n'est égale à leur dangerosité pour notre économie. Donc merci à chacune et chacun d'être présent ce soir. Je le disais, 4e forum. Nous avons en janvier lancé notre premier étage de la fusée pour notre révolution économique, le forum consacré à la simplification, à la réforme de l'État, à la réforme des organisations territoriales, qu'elles relèvent des collectivités ou de l'État, qui nous a permis de dégager plus de 250 millions d'euros de baisse des dépenses publiques, ce qui nous a amené à notre 2e forum sur notre réforme fiscale, avec une baisse extrêmement importante des prélèvements obligatoires pour baisser les impôts, les taxes et les cotisations sociales, pour libérer le travail, pour restaurer le mérite. Nous avons ouvert avant l'été un chantier sur la capitalisation pour les retraites. On parle beaucoup de ce sujet, de la réforme, de la suspension, de la pause des retraites, mais là aussi avec un manque cruel d'imagination. Nous avons proposé un projet courageux, audacieux, novateur, qui introduisait cette dose de capitalisation pour nos retraites que nous considérons comme indispensable pour sauver le système global. Aujourd'hui, donc, 4e acte consacré à libérer l'épargne des Français pour la placer au service de l'économie française et de la prospérité des familles. Finalement, c'est tout le sens de notre démarche à l'UDR. Nous voulons libérer l'épargne française pour la mettre au service de citoyens libres. Ce qui me permet, en introduction, ayant posé ce contexte qui vous conduit à travailler ce soir avec nous à ces propositions, avec la présence d'experts que je veux très chaleureusement remercier, qui sont ici autour du député Alexandre Allégret-Pilot, autour de notre député Bernard Chess, Marc Chavant, notre nouveau député Pierre-Henri Carbonel, qui a été élu dimanche dernier dans la circonscription. Merci. Tout à l'heure, Alexandre citera nos intervenants, mais je les présentera, mais je veux remercier Martin de Canter, je veux remercier Adhémar Autran, Frédéric Louet, Christian Saint-Étienne qui est ici, je crois que j'oublie et Hugues Beslin, Dominique Chéneau et Germain Simoneau. On vous les présentera tout à l'heure, mais qu'ils soient tous remerciés parce que leur expertise est reconnue et leur voix a été écoutée et ils seront très précieux à nos côtés pour fixer le cadre des orientations de l'UDR. Et puis au-delà, ce sont des experts qui sont totalement indépendants de l'UDR. On peut avoir des points de vue qui sont différents, mais nous sommes un parti d'idées, un parti de débat, et nous nous nourrissons de cette confrontation d'idées pour porter la ligne à laquelle nous voulons voir le pays majoritairement adhérer pour se redresser dans une situation financière, budgétaire, ô combien périlleuse pour notre nation. Quelques chiffres pour situer peut-être le contexte actuel et pour souligner ce paradoxe français
qui voit d'un côté une épargne abondante, certains pourront la dire surabondante, un taux d'épargne qui est pas loin de 20%, 19% aujourd'hui, contre en moyenne 15% chez nos partenaires européens, une épargne à plus de 6 milliards d'euros, 6 300 aujourd'hui, une épargne qui rapporte peu, qui est placée très majoritairement sur des produits à faible rendement, comme les assurances vie, et qui ont rapporté l'année dernière à peine plus que l'inflation. Et aujourd'hui, nous avons ce paradoxe où on voit 18 millions de Français qui disposent d'un livret A, alors qu'il y en a à peine un peu plus de 4 millions et demi qui disposent d'un plan d'épargne en action. Or, nous le savons, cette faible mobilisation de l'épargne vers les actions a une conséquence. Nous estimons aujourd'hui qu'il manque 50 milliards de fonds propres aux entreprises françaises, alors que les Français épargnent massivement. Et nous estimons qu'il y a à peine 50% du CAC 40 qui est détenu par des résidents français, donc ça veut dire que 50% est détenu par des étrangers. Saluant deux députés, Éric Michaud et Olivier Fessa, qui nous rejoignent. Ils sont tous deux des entrepreneurs d'ailleurs. Vous avez peut-être noté aujourd'hui, c'est important dans le débat, que le groupe UDR est à l'Assemblée nationale le groupe qui dispose 75% de ses membres, de ceux du nombre de députés qui ont travaillé dans le secteur privé le plus important de toute l'Assemblée nationale. Donc, proportionnellement, en saluant Géraud Verny, qui est notre représentant à la Commission des Finances et qui travaille dans le même instant à défendre nos amendements, ce dont on parle d'ailleurs ce soir, et qui lui aussi est entrepreneur. Donc nous sommes un groupe qui se veut non seulement favorable à l'entreprise, mais qui met ses actes en adéquation avec ses paroles. Je cite aussi Bartholomé Lenoir, excusez-moi, ils sont un peu disséminés dans la salle, nos députés du groupe UDR. Voilà ce paradoxe français, beaucoup d'épargne et de notre côté des besoins qui sont mal orientés. Nous avons aussi, et je parlais tout à l'heure du délire qui se situe dans la salle juste au-dessus de la Commission des Finances, qui aujourd'hui est l'otage de la gauche et de l'extrême gauche. Je ne reviendrai pas sur le contexte politique terrifiant que nous avons vécu la semaine dernière, c'est-à-dire un gouvernement qui se maintient en vie grâce ou à cause du Parti socialiste et qui cède naturellement aux menaces du Parti socialiste. Hier, c'était la suspension, l'évocation, le terme reste encore à définir, de la réforme des retraites. Ce matin, c'est l'instauration de la taxe Zuckman. Ça veut dire qu'à partir du moment où le gouvernement minoritaire, à partir du moment où LR est rentré dans ce piège, est tombé dans ce piège, le chantage, comme toutes les prises d'otages, n'aura pas de fin. Et à partir du moment où on verse une rançon aux preneurs d'otages, eh bien, ils vont continuer. Ils vont continuer. Et donc, on aura, tout au long de la discussion budgétaire, une montée en pression du Parti socialiste qui va imposer sa vision, qui est celle de l'extrême gauche, délirante, pour ce budget. Et donc, c'est pour cela que nous considérons, avec des menaces très précises, très lourdes, sur l'épargne des Français. Hier, quelques exemples. En commission des finances, un député socialiste a demandé que les PER, et a obtenu le vote de cet amendement, que les plans épargne-retraite, qui sont des produits en pleine expansion, soient automatiquement dissous au moment de la liquidation des droits à retraite. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus beaucoup d'intérêt. Une députée LFI a même proposé de supprimer et d'interdire les plans d'épargne-retraite, au motif que ce serait une capitalisation déguisée. Mais on en a eu d'autres. La présidente de l'Assemblée nationale qui remet en cause l'héritage et les successions en parlant de
trucs qui tombent du ciel, qu'il conviendrait d'interdire. Les députés LR qui hier soir ont installé dans le budget 2025 et renouvelé en 2026 une taxation soi-disant exceptionnelle, donc durable sur les hauts revenus jusqu'à 2030, puisque la contribution exceptionnelle devait être limitée à 2025. On essaye, nous, rassurez-vous, certains essaient de la prolonger en 2026, et il y a eu un amendement LR qui a été adopté hier soir, grâce à la gauche, qui permet d'aller jusqu'en 2030, puisqu'il est prévu que cette contribution exceptionnelle sera maintenue tant que le déficit ne sera pas inférieur à 3% du PIB. Autant dire que pour l'instant, ce qui est annoncé en 2030, mais on peut imaginer que ça ira bien au-delà. Donc voilà l'imagination fiscale de ceux qui aujourd'hui sont aux manettes. Un gouvernement qui pousse la taxe sur les holdings, taxe folle au plan économique, dans un réflexe primaire qui est très socialisant, comme d'autres, et on a des amendements dans ce sens, qui veulent mettre un terme au pacte Dutreil, qui a pourtant sauvegardé, et qui est quasiment le dernier outil pour préserver des entreprises familiales, là où Renaud Dutreil a été visionnaire. D'autres proposent finalement cette vision assez soviétique de l'économie et donc du chaos qui irait avec. Tout cela se traduit aussi dans un budget avec 19 milliards de hausse d'impôts et une augmentation de la dépense publique de 30 milliards. Donc la fable de la réduction des déficits n'est qu'une fable. Donc on va encore faire payer aux Français l'incapacité de ceux qui nous dirigent à réduire le train de vie de l'État, des agences et d'autres administrations publiques, qu'elles soient de l'État, de la sécurité sociale ou des collectivités locales. Et en disant cela, en décrivant ce tableau, je pense à l'image de Churchill qui disait que finalement, une nation qui essaie de prospérer par l'impôt, c'est comme un homme dans un seau qui essaie de se soulever par la poignée. Cette image est assez parlante. Et donc nous sommes aujourd'hui face à une nation qui se condamne par cette approche économique au déclin et au déclassement. Alors naturellement, nous avons une vision radicalement différente. C'est l'essence même de l'UDR. L'UDR est née de cette alliance que nous avons voulu l'année dernière, l'alliance de toutes les droites. Nous avons été les premiers à la souhaiter, nous avons été surtout les premiers à la faire, d'autres en parlent, mais les seuls qui ont un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national et nous. Quand on n'a pas de députés, c'est facile de faire des propositions, c'est facile de faire des contre-budgets, c'est facile de tirer des plans sur la comète, mais ceux qui sont les acteurs qui peuvent faire cette union, c'est nous. J'ai pris mes responsabilités l'année dernière, en tant que président de LR, de dire le temps est venu de cette alliance. Allez, 14 ou 15 mois plus tard, je crois que les faits m'ont largement donné raison. Quand on voit les débats aujourd'hui, on se dit que si on m'avait écouté l'année dernière, notre pays n'en serait sans doute pas là. Le groupe LR aurait 120 députés, nous aurions une majorité avec le Rassemblement national absolu, nous gouvernerions et nous aurions déjà entamé concrètement le redressement de la France, alors que là, la seule chose qui est entamée, c'est la poursuite du déclin et de façon accélérée. Mais pour vous dire ce qu'est l'UDR, l'UDR, sa première vocation, c'était l'alliance. Nous l'avons voulu, d'autres l'ont rejeté. Aujourd'hui, je crois qu'on voit bien qu'ils sont désormais contraints, après s'être alliés avec la Macronie, à s'allier avec le Parti socialiste, je dirais, pire des décadences. Mais l'UDR, c'est aussi, et c'est sa deuxième molécule fondatrice, c'est la liberté économique. C'est la confiance aux entrepreneurs, la confiance aux créateurs de richesses. C'est un parti de réforme, c'est un parti qui veut réduire les dépenses publiques pour réduire les prélèvements obligatoires
et pour porter des leviers de croissance dont vous êtes ici quelques-uns des acteurs essentiels dans un pays où la dépense publique n'est pas très loin des 60%. Valéry Giscard d'Estaing disait qu'au-delà de 40%, on était dans un pays qui relevait du soviétisme. Bon, on aurait pu mettre un drapeau de l'URSS à la place sur le fronton de l'Assemblée nationale. Je crois qu'on n'y serait pas trompé. On est à 58% de dépenses publiques. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc nous défendons ce paradigme, ce nouveau choix de société. Nous voulons à la fois refonder un capitalisme populaire, français, libéral, on ose le mot, parce qu'il rend aux Français la maîtrise de leur argent, populaire, parce qu'il ouvre à tous et à toutes la possibilité d'investir, de transmettre, souverain, parce qu'il met notre épargne au service de notre économie. C'est en tout cas ce que nous voulons, notamment pour réindustrialiser notre pays. Et c'est un enjeu qui est très cher à Christian Saint-Étienne et qui a souvent évoqué cette question qui est cruciale, parce que sans industrie, sans réindustrialisation, nous sommes un pays qui est condamné. Donc avec nos députés, nous sommes un groupe modeste en nombre, mais puissant en idées. Et c'est l'ambition que nous voulons porter. Nous avons déposé au mois de juin dernier une proposition de loi pour réformer les PEA, qui s'appuie sur 3 mesures simples, nous les évoquerons ce soir notamment. La première, c'est supprimer le plafond de versement et la limitation du nombre de PEA pour laisser chacun libre d'investir dans les entreprises françaises et européennes. La deuxième, c'est une volonté d'unifier les régimes, un PEA simple, accessible dès 16 ans, clair, sans complexité administrative. Et la troisième, peut-être la plus importante, c'est aligner les règles successorales du PEA sur l'assurance vie, avec une transmission libre, abattement renforcé et surtout non-intégration dans la succession. Voilà. Et globalement, ce schéma, cette réforme des PEA s'inscrit aussi dans une idée que nous avons portée dans notre deuxième forum, c'est s'attaquer au pire des impôts, qui est l'impôt sur la mort, l'impôt sur les successions, qui intervient après une série limitée de taxations tout au long de la vie, qui va de l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur la consommation, à l'impôt sur le patrimoine, et après qu'il reste tout ce qui reste, le peu qui reste plutôt au final de cette succession de taxation, eh bien, est prélevé au moment de la transmission. C'est ce que j'ai appelé l'impôt sur la mort, que j'ai été le premier à vouloir supprimer lors de la primaire de la droite de 2021, avec une très large adhésion de nos concitoyens, parce qu'ils ne supportent pas que le travail de toute une vie soit quelque part confisqué, préempté. N'en déplaise à Madame Braun-Pivet, cet héritage, il ne tombe pas du ciel, il est le fruit du travail d'hommes et de femmes qui ont voulu bâtir, construire, qui ont voulu transmettre, et la succession, l'héritage, c'est au-delà d'une transmission matérielle, c'est aussi une transmission immatérielle qui s'associe à des valeurs, à une identité, à une culture. Donc moi je suis, n'en déplaise aux censeurs gauchistes, je suis favorable et je soutiens les vertus d'un héritage qui ne soit pas aujourd'hui taxé, surtaxé, confisqué, parce qu'il est au cœur de l'équilibre d'une société. Je vous rappelle que nous avons, dans le deuxième forum, porté une proposition qui vise à supprimer l'impôt sur les successions pour 99% des Français, avec une exonération jusqu'à 1 million d'euros en franchise, ce qui est le cas notamment en Italie. Aujourd'hui, on s'est aligné sur le montant, sur nos voisins transalpins. Donc avec nous, l'impôt sur la mort disparaîtra. Je voulais aussi souligner en conclusion, mais avant de laisser la parole à nos experts, que nous avons l'ardente volonté de rendre aux épargnants le contrôle et le fruit de leur travail,
et d'en disposer comme ils le souhaitent, sans qu'on vienne les censurer, sans qu'on vienne les sanctionner, sans qu'on vienne les flageller parce qu'ils auraient trop travaillé, trop accumulé, et qu'on vienne donc quelque part leur capter le fruit de leur travail. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens, et l'enquête sur l'état de l'opinion le démontre, beaucoup de nos concitoyens sont exaspérés par cette réalité brutale, par ceux qui veulent aujourd'hui confisquer le fruit de leur travail. C'est pour cela d'ailleurs que quand le gouvernement, les partis du socle minoritaire, en gros les partis macronistes, et j'associe LR désormais à cette sphère, sous la pression de la gauche, veulent taxer davantage au nom de la sacro-sainte pseudo-justice sociale qui ne produit que du chômage et jamais de justice, nous disons, nous, très exactement, l'inverse. Pour nous, ce qui est juste, c'est encourager le travail, c'est encourager l'épargne. En aucun cas, c'est la sanctionner ou la punir. Pour nous, on doit rémunérer le risque, on ne doit pas pénaliser l'entreprise. Pour nous, il faut faire confiance aux Français et ne jamais les infantiliser. L'épargne, c'est le fruit du travail. Taxer l'épargne, c'est décourager l'effort, décourager la transmission. La libérer, c'est bien au contraire redonner confiance et faire circuler la richesse. Voilà notre credo. Ce soir, ce sont ces enjeux que nous voulons placer au cœur de nos travaux. Merci très chaleureusement à nos intervenants qui vont participer à nos deux tables rondes, et je laisserai Alexandre Avril, notre brillant directeur des études, vous présenter plus précisément le déroulé de nos travaux et les qualités éminentes, en tout cas, de nos intervenants. Voilà, vous avez d'ores et déjà nos orientations qui se traduisent dans ces propositions, mais je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce qui nous distingue peut-être d'autres acteurs sur la scène politique, c'est que nous avons un groupe parlementaire, et ce que nous disons ce soir, nous l'avons déjà traduit dans une proposition de loi qu'a déposée Alexandre Allègre-Pilot. Nous l'avons fait sur le PEA, nous l'avons fait sur d'autres sujets, nous le faisons aussi sur le Bitcoin, qui est une proposition qui a été remarquée en tout cas par beaucoup d'experts et que nous allons porter. Voilà, l'UDR est au travail. L'UDR est au travail au plan politique pour sceller fortement et définitivement cette union des droites que nous avons été les premiers à bâtir concrètement. Et l'UDR est au travail pour porter un projet de réforme sur des idées courageuses, sur des idées de rupture et sur des idées qui ont démontré leur efficacité partout où elles ont été appliquées et qui n'ont jamais véritablement été appliquées depuis des décennies dans notre pays. L'enjeu est immense, il faut de la force et du courage pour relever les défis, les obstacles, surmonter les critiques, les oppositions, mais en tout cas, soyez assurés que nous avons cette énergie, cette force et que nous allons poursuivre avec cette ligne toujours droite, dans tous les sens du terme, au service du redressement d'un pays qui en a bien besoin.